Malgré des blessures, tu as continué à t'entraîner, ça a été, tu as des performances exceptionnelles. Comment ça se fait d'après toi? Dans une journée, tu vas avoir plusieurs moments où tu vas devoir faire des choix, d'aller à droite ou à gauche, au niveau de ta vie sociale, de ta nutrition, de ta manière de penser, optimisme, pessimisme, du choix de ton entraînement, de l'adaptation que tu vas avoir à l'entraînement par rapport à une douleur que tu as. Et ça, c'est à peu près plus de 100 choix que tu dois faire par jour. Et pour moi, le talent, c'est cette capacité à toujours faire le bon choix de manière consciente ou de manière inconsciente. Et moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans, je vais sur mes 38, alors que la vie voudrait que tu régresses avec le temps, je suis encore en progression. J'ai du mal à imaginer que ton talent, il t'ait fait courir un marathon en 3 heures avec 6 mois d'entraînement quand même. Là où je veux en venir, c'est la relation à la douleur. Mais comme si, pour moi, la douleur était une manière d'être plus vivant. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Blanchard. Dans cet épisode, on va parler blessures, douleurs, prévention. On va reprendre tout le parcours de Mathieu et on va essayer d'analyser quelles sont les blessures qu'il a eues. Est-ce qu'il y a des erreurs techniques qu'il aurait pu éviter? Est-ce que les solutions qu'il a mises en place sont les meilleures pour lui, pour la littérature? Et enfin, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que Mathieu est l'athlète qu'il est aujourd'hui. Est-ce que c'est son enfance? Est-ce que c'est son mental? Est-ce que ce sont ses grosses cuisses? Bref, on vous dit tout dans cet épisode. Salut Mathieu! Salut Aymeric! Où on va venir parler de tes blessures, principalement, de ta récupération, et on va essayer de comprendre comment un athlète comme toi arrive à passer à travers les blessures, et quand il passe pas à travers, comment il récupère. Concrètement, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Mathieu Blanchard, coureur de trail professionnel, donc voilà, aujourd'hui je vis de ma pratique et plus particulièrement d'ultra trail, donc voilà, faut vraiment préciser le fait que dans le trail il y a plusieurs disciplines, du court et du long, et je fais du long, donc voilà, des épreuves en général de entre 100 et 200 km voilà, en nature, en montagne, parfois dans le désert, parfois dans la jungle, dans les milieux naturels. Ok, nickel. Et justement, on va directement commencer par ça. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé à courir à peu près? Alors j'ai commencé à courir en 2014, j'avais 26 ans, donc assez tard. Avant ça, j'avais jamais vraiment couru. Bon, ça m'est déjà arrivé d'aller faire un petit jog du dimanche comme ça, comme tout le monde, mais pas plus que ça. Et ça a été vraiment sur un moment de vie où j'ai voulu me ressaisir au niveau de ma santé. J'avais commencé mon début de carrière à l'époque où j'étais ingénieur dans des bureaux en région parisienne où voilà, je passais beaucoup de temps au travail, je passais beaucoup de temps dans les bars aussi, et j'ai eu une belle opportunité de travail du côté du Canada. Et quand je suis arrivé au Canada, ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis dit c'est un nouveau départ, j'arrive dans un nouveau pays. J'étais un petit peu essoufflé quand je montais des escaliers. Je me suis dit attends, t'as 25 ans, t'es mal comme ça, donc essayer de te remettre un petit peu en forme, perdre un petit peu de poids aussi. Je me trouvais un petit peu grassouillé devant mon miroir. Et je me suis mis à courir comme ça au début, vraiment pour une raison, pour me remettre en forme. Et puis ça a été une révélation, un coup de foudre. J'ai kiffé l'activité et puis voilà, je me suis plus arrêté. Ok, trop cool. Et ce qui va être intéressant là sur cet épisode, ça va être un peu essayer d'analyser. Toi, tu es sportif, mais tu étais ingénieur, c'est ça, avant? Exactement. Et je sais que c'est un truc que tu aimes encore, c'est un peu ce côté analyse, data et compagnie. Ta première blessure, elle survient combien de temps après ton début de la course à pied? Ouais, dès le début, alors j'ai pas les dates exactes, mais je dirais dans les 4 premiers mois. Ouais, assez rapide. Assez rapide parce que je me suis mis des objectifs beaucoup trop ambitieux dès le début. Alors, ma tête était OK pour l'objectif, par contre mon corps n'était pas du tout prêt. La course, ça reste quand même un sport à impact. Ouais. Et où, quand on n'a pas pratiqué plus jeune, tout le système osseux, tissulaire n'est pas prêt à prendre cette charge-là. Et l'objectif que je m'étais mis, non pas parce que j'étais fou, mais parce que je n'y connaissais absolument rien, c'était un marathon. Ok. Pourquoi je me suis mis un marathon? Parce que je commençais à regarder un petit peu en Amérique du Nord, c'est quand même assez fameux, le marathon de New York, le marathon de Boston, et quand on commence à un petit peu intégrer le monde de la course à pied, on les voit vite ressortir sur les réseaux et tout. Et c'est vrai que les images que je voyais de ces marathons-là, je voyais un peu monsieur et madame tout le monde participer à cette course, à ces courses-là, en termes d'âge, en termes de physique, et je me suis dit pourquoi pas moi? Donc voilà, je commence la course à pied, on est à peu près février-mars de l'hiver québécois, et je m'inscris au marathon de Montréal en septembre de la même année, tu vois. Ouais. Donc, ça fait qu'après 6 mois, on va dire. Ouais, même pas un petit peu moins. Préparer un premier marathon pour quelqu'un qui, en effet, ne court pas du tout. Et là, c'est quoi? C'est périostite tes premières blessures, si je dis pas de bêtises? Alors là, je prends un petit bouquin à la bibliothèque avec un programme d'entraînement tout fait sur papier que je suis pour préparer un marathon. Donc tout de suite avec un volume d'entraînement assez conséquent pour quelqu'un qui a jamais couru. Et puis ouais, les toutes premières sensations désagréables étaient les périostites. À l'époque, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était, mais j'avais mal au tibia, aux 2 tibias. Okay. Et c'est le tout premier truc que j'ai ressenti. Ouais. Okay. Et à l'époque, c'est quoi ton comportement face à ça? Est-ce que tu continues comme vraiment le pire des patients
gens qui se met un marathon aux 6 mois et continue de courir avec ses douleurs, comment tu gères un peu? Alors comment je gère ça? Ça a toujours été quelque chose dans ma personnalité aussi. J'ai toujours eu une relation avec le monde médical assez éloignée. Voilà, j'ai toujours été capable de... Enfin, j'ai eu la chance de jamais être trop malade ou trop blessé dans ma vie. Donc voilà, c'est là aussi peut-être que je me rends compte que mentalement, je suis capable de supporter un certain niveau de douleur. Et je fais absolument rien. Je continue mon programme comme si de rien n'était. Donc tu ne baisses même pas ton volume? Non, absolument pas. Je continue et puis la douleur augmente, ça va, ça vient, mais vraiment, c'est supportable pour moi en tout cas mentalement. Ouais. Ok. Et du coup, tu en arrives à ton premier marathon, tu le cours? Comment ça se passe? Alors ouais, premier marathon, je le cours. Alors là, après les périostites, il me semble aussi que les tendons d'Achille commençaient à chauffer un petit peu. Écoute, ça se passe bien. C'est là que je me rends compte aussi que j'ai peut-être un petit potentiel dans ce sport parce que alors là c'est vraiment un hasard aussi. Quand je prends ce bouquin là où il y avait les temps, tu vois, les objectifs, je prends un chiffre qui tombe rond, 3h00 dans la programmation d'entraînement. Je suis le programme et le jour J, je fais 3h00 pile. Donc, énorme. Donc voilà, c'était difficile. Tu te rends compte à l'époque à quel point c'est ouf de faire un premier marathon en 3 heures avec 6 mois de prépa? Absolument pas, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est un niveau de performance en marathon. J'ai aucune idée si c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je te dis, je prends le programme d'entraînement un peu au hasard parce que ça tombe entre je crois que les programmes les plus rapides étaient à 2h45, les plus lents à 6 heures. Je me dis 3 heures, ça tomberont. J'avais calculé à peu près le pace, je l'avais essayé. Je me dis, je me sens à peu près bien là, c'est ce que je vais prendre, mais c'était un total hasard. Et à ce moment-là, je suis pas du tout dans les communautés de course. Je suis tout seul. Moi, j'arrive un peu de France avec des sports un peu plus à sensation, avec kitesurf, snowboard et tout. Voilà. Et puis là, je t'avoue qu'au début, j'ai presque un petit peu honte de dire que je fais de la course à pied, tu vois. Donc, j'en parle pas et je suis pas du tout dans des réseaux. C'était moins à la mode que ce que c'est à aujourd'hui. aucun moment, quelqu'un me dit « Ah, c'est bien que tu aies couru 3 heures sur un marathon. » Donc, voilà, ça c'est venu après quand j'ai commencé à vraiment me passionner pour ce sport-là. Et après le marathon, j'ai commencé à intégrer des groupes de course à Montréal. Et c'est là qu'on m'a dit, ah ouais, pour un premier marathon, c'est pas mal. Tu devrais persévérer un peu dans ce sport. Et tes douleurs au tendon d'Achille, du coup, comment elles évoluent? Pareil, tu serres les dents, ça passe tout seul, tu fais un peu de pause, tu ralentis? Les douleurs au tendon d'Achille, je pense qu'elles ont commencé quand j'ai commencé à courir en 2014 et elles sont jamais parties. Ok. Donc c'est le truc qui t'embête encore aujourd'hui. C'est vraiment... ça va, ça vient, j'ai une relation, c'est à peu près le seul truc qui reste dont je n'arrive pas à me libérer, à me défaire. C'est une relation particulière, ça va, ça vient. J'ai jamais réussi à trouver de solution parce qu'il y a rien de logique là-dedans. Okay. Parfois, je fais des grosses charges d'entraînement avec des fractionnés à plat où je vais faire de l'avant-pied, où je vais vraiment solliciter le tendon d'Achille, ça va me faire mal le soir et on dirait que ça crée une surinflammation et le corps il se bat pour le réparer, ça va aller mieux la semaine d'après. Parfois je fais des volumes plus tranquilles avec des runs légères et puis là ça me fait mal et puis le lendemain ça me refait mal. Je fais du Stanich, donc du renfort de mollet, je fais de l'étirement, j'ai fait tout ce qui était possible imaginable parce que j'ai pu lire et parce qu'on m'a conseillé aussi avec des professionnels de la santé. Et j'ai jamais réussi à tenir une année complète sans aucune douleur dans les tendons d'Achille. Tu avais fait des imageries au niveau des tendons? Écho, IRM? Oui, écho, j'ai fait écho et puis effectivement on voit effectivement les tendons et puis les petites bosses là, je sais plus comment on appelle ça là, qui sont claires et puis il y a de l'activité quand c'est très inflammé au niveau des tendons. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Alors après c'est aussi la charge, mais aussi j'ai remarqué plus tard que la chaussure pouvait me créer de l'inflammation au tendon d'Achille, notamment sur les nouvelles chaussures assez légères qui ont un contrefort rigide ou en tout cas avec très peu de mousse. Il y a une certaine angulation quand j'ai le pied finalement en pointe où le contrefort vient appuyer sur un angle assez qui cisaille sur un point très précis du tendon d'Achille. Alors, c'est pas grand-chose, mais répété sur quelqu'un qui fait d'énormes volumes, ça vient créer une inflammation. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu frustré aussi quand je l'ai découvert, c'est que c'est pas forcément ma manière de m'entraîner qui est problématique, mais ça peut être aussi le matériel qui me blesse. Ouais. Absolument. Sachant que sur les tendinopathies d'Achille, le tendon d'Achille est quand même très grand. Donc les localisations, elles sont assez variées. Elles peuvent être vraiment très proches de l'os, du calcaire, et on appelle ça même des anthésopathies. Ça peut être un peu plus haut. Là, en effet, souvent, des fois, la languette de la chaussure peut venir comprimer. Et des fois, c'est encore plus haut, toujours sur le tendon. Et là, en ce cas-là, c'est surtout le volume d'entraînement. Mais en effet,
selon la localisation. Et je pense que toi, ta douleur doit être du coup assez basse. Je sais parce que quand je mets ma chaussure et que je fais l'angulation, la douleur elle est pile à l'angle de la chaussure des deux côtés. Donc c'est sûr que ça vient de là, quoi. Ouais, et du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as su trouver des chaussures où... Oui, solution simple, un petit coup de ciseau dans l'axe pour que la chaussure s'ouvre un petit peu légèrement pour venir décompresser la zone. Ou effectivement, avec mes partenaires, j'ai la possibilité aussi d'adapter un peu les contreforts avec plus de mousse, avec ce qu'on appelle aussi une languette qui part vers l'extérieur et qui est un petit peu molle pour venir soulager le tendon. Voilà. Et quasiment la même structure, tu avais un agloun aussi qui t'a handicapé sur l'UTMB, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ça, pareil, c'était la chaussure. Tu vois autre chose qui pourrait expliquer ça ? Alors, j'ai fait beaucoup de tests l'année dernière. Effectivement, l'agloun a été quelque chose. Ça a été très long pour que j'utilise ce mot agloun. J'avais aucune idée. Je pensais que c'était un nom d'Achille un petit peu bas. Jusqu'à ce que je vois une déformation aussi au niveau du talon, une petite bosse qui commence à sortir. Et en fait, là où effectivement, c'est les chaussures. Donc là, c'est chaussures de ski et chaussures de course à pied aussi. Encore une fois, s'il y a rigidité à l'arrière, qu'il n'y a pas de mousse, dans les montées, le pied vient reculer. Ça met une grosse pression au niveau de l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum, sur l'os du talon. Et si tu as un os du talon où il y a un petit angle un petit peu plus proéminent, ça vient vraiment irriter cette zone et puis ça crée une irritation, une inflammation et puis une bursite, une bursite, un petit coussin inflammatoire qui en fait c'est un petit coussin graisseux qui protège les frottements entre le tendon et l'os et ça peut être extrêmement douloureux. Pareil, je gérais ça depuis 3 ans à peu près, ça va, ça vient et puis j'ai atteint l'année dernière sur la course de l'UTMB des niveaux de douleur tels que ça m'irradiait la jambe au complet, quoi, comme un problème nerveux en fait. Et quand j'étais rendu là, je pouvais vraiment plus avancer. J'ai dû vraiment trouver des solutions pour enlever supprimer ce problème qui était pour le coup une vraie blessure. Parce que en fait, je sais pas si on a la même notion, la même définition de blessure. Je pense que toi vraiment là, mais ça peut être très intéressant parce que j'ai souvent eu dans ma vie des douleurs que des personnes appellent des blessures. Mais moi, je vois vraiment une différence entre une douleur qui est totalement incapacitante, c'est-à-dire je ne peux plus du tout courir, c'est une torture intenable, ou une blessure qui est définie comme une blessure où je peux continuer à courir dessus. Et moi, dans ma carrière, il n'y a eu que 2 moments vraiment où je ne pouvais plus courir. On va reparler, fracture de stress dans le sacrum et l'agloun. Tout le reste, périostite, TFL, des petites déchirures musculaires, des chevilles, des grosses entorses de chevilles. Ça m'a jamais empêché de courir plus de 3 jours d'affilée. Donc c'est pour ça que la définition de blessure pour moi elle n'est pas claire. Est-ce que c'est une douleur qui t'empêche de courir à 100% ou est-ce que c'est... Alors, c'est une bonne question. En fait, moi dans ma vision, mais qui n'est pas celle qui est utilisée dans la littérature, la blessure c'est une modification de la structure de ton tissu qui se dégrade. Donc par exemple, une entorse de cheville, ton ligament, il a été étiré, il saigne. Une tendinopathie, ton tendon, il change d'aspect, on sait qu'il y a des trous qui se forment, il y a des déformations, un remodelage au niveau de ton tendon, c'est une blessure. Une luxation d'épaule, c'est une blessure. Une déchirure musculaire, c'est une blessure. Une douleur, ce n'est qu'une information. Et du coup, tu peux avoir 4 situations. Tu peux avoir une blessure sans douleur, une blessure avec douleur, tu peux ne pas avoir de blessure et avoir une douleur, et tu peux ne pas avoir de blessure et ne pas avoir de douleur. D'accord. Et donc ça, c'est intéressant parce que, par exemple, aujourd'hui, dans le milieu du sport, lorsqu'une douleur apparaît sans son traumatisme, les imageries ne sont pas conseillées dans un premier temps. Parce que justement, le fait de passer une imagerie, on va tout de suite voir des choses qui ne sont pas forcément graves et en lien avec les douleurs. Par exemple, Hugo Clément, je pense qu'il t'en a parlé, là, il a fait une imagerie parce qu'il avait un truc bizarre au niveau de l'os, il avait 0 douleur, on trouve une fracture de fatigue. Donc lui, en fait, il avait la blessure, la fracture de fatigue, ça reste un élément blessure, mais il n'y avait pas la douleur. Et en fait, c'est en fonction de l'imagerie et des symptômes qu'on décide est-ce qu'on peut continuer ou non l'entraînement. À l'époque, c'était waouh, on fait tout de suite une imagerie et en fonction de ce que dit l'imagerie, on va te donner ton tu peux courir ou tu ne peux pas courir. Aujourd'hui, on en est vachement revenu. Et si on voit un truc pas ouf à l'imagerie, mais qu'en fait, toi, tu te sens bien, bah, tu vas pouvoir continuer à courir. La priorité, c'est sur tes sensations. Exactement, c'est les symptômes, c'est comment tu te sens. Et en gros, si tu te sens bien, que tu peux courir sans borne et que tu as 0 douleur, même si on voit un truc un peu grave à l'imagerie, continue de courir. Surveille, mais continue de courir. Et par contre, dans la littérature scientifique, souvent, ils vont utiliser, par exemple, quand ils se demandent est-ce qu'un sport est dangereux, est-ce qu'il est accidentogène, en fait, donc ils vont demander aux gens vous êtes-vous blessé, et en fait, dans les définitions, en général, c'est
un nombre de jours où la pratique est modifiée ou alors où tu ne peux pas t'entraîner à cause de la douleur. Donc en fait, chez eux, c'est beaucoup moins clair parce qu'ils ne font pas passer à chaque personne une imagerie, il y a trop de monde, ce serait trop gros. Donc il vaut plutôt utiliser l'incapacité à la pratique sportive comme critère de je me suis blessé ou je me suis pas blessé. Donc en fait, c'est plus un lien avec la douleur. Ok. Parce que par exemple, quelqu'un qui va vite paniquer, tiens, j'ai une douleur de dingue au niveau de mon dos, je panique, je cours pas, je considère que je me suis blessé, mais en fait, ça se trouve, ton dos va bien. Et juste à une douleur. Et c'est là où toi, c'est intéressant, c'est que, et je pense que dans la pratique des ultra-distances et d'ultra-trail, la notion de la douleur est complètement différente d'un individu lambda. Parce que si toi, tu t'arrêtais dès que tu avais mal, je pense que tu courrais pas beaucoup. Ouais, et puis c'est marrant ce que tu dis parce que c'est assez instinctif pour moi finalement cette relation avec la douleur et avec mon corps. Je suis capable aujourd'hui, alors c'est dur à expliquer, mais comme si j'étais ce dessin animé là, avec le long barbu là, d'aller dans mon corps et une douleur. Il était une fois la vie. Ouais, il était une fois la vie, exactement. et de voir l'échelle de gravité de ma douleur. Tu vois, j'ai vraiment cette capacité à m'adapter et finalement, en limite même à me protéger, à légèrement changer peut-être un peu ma foulée, sans non plus trop la changer parce que je sais qu'un changement, une compensation peut amener une autre blessure. Ouais, et juste ce qu'il faut pour protéger le temps que ça passe pour finalement toujours courir. Je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a permis d'énormément progresser. C'est que sur une année, je suis quasiment capable de courir tous les jours malgré des douleurs ou des blessures. Et puis au plus tu fais de journées d'entraînement, au plus tu progresses, tu vois. Absolument. Donc voilà, et c'est pas quelque chose, c'est sûr que dit comme ça, on peut se dire mais en fait il est complètement sadique, il aime souffrir, mais non, en fait c'est que quand j'ai mal quelque part, c'est pas quelque chose qui me rend mal dans ma tête ou qui est vraiment insupportable, tu vois. C'est comme ça fait partie du truc et limite je ressens mon corps et c'est marrant parce que quand j'ai une douleur qui est persistante, qui reste longtemps, quand elle disparaît, que j'ai réussi à la faire disparaître, elle me manque. C'est bizarre à dire, mais il me manque quelque chose, quoi. Je suis en mode, j'attends de la ressentir, tu vois, le petit coup de couteau je comprends. quelque part. Et bon, après, ça finit par mon cerveau finit par l'oublier, mais il attend le signal, quoi. Okay. C'est bizarre. Et quand j'ai rien du tout, ce qui arrive aussi. J'ai peur, je panique. Non, mais je me sens très bizarre en fait. Ouais, j'imagine. C'est dur à expliquer, mais quand je sens rien, qu'il y a vraiment. Ça arrive souvent après un ultra, quand je me repose ou quand je prends une longue pause là, hivernale ou que je fais beaucoup de ski, que je reprends la course à pied et que je sens rien. C'est très particulier comme sensation, je me sens moins confortable, quoi. Parce que tu alors que c'est la normalité, quoi. Oui, en théorie, c'est ce qu'on devrait ressentir. Et justement, par rapport à cette notion, donc, blessure, ou en théorie, un tissu est abîmé, il faudrait baisser, ralentir le niveau. Douleur, c'est plus complexe et c'est plutôt à prendre en considération, mais sans focaliser. Comment toi, tu arrives à savoir, ok, là, c'est une douleur que je peux continuer de bombarder, là, c'est une douleur où peut-être je ralentis, là, c'est une douleur où peut-être faut passer une imagerie. Comment tu arrives à gérer ? Tu gères sur l'intensité, sur la localisation, sur... Déjà sur l'échelle de douleur, voilà, de 1 à 10, quand c'est 10 sur 10, je ne veux pas faire de schéma, tu es par terre. Voilà, et après, c'est aussi l'évolution de la douleur au jour le jour. Une douleur pour moi qui est constante, ça me va, tu vois, je suis capable de rester dessus. Une douleur qui diminue de jour en jour ou de semaine en semaine, ça veut dire que je suis dans le bon sens, je suis dans le bon sens et parfois ça peut diminuer aussi avec une augmentation de charge, donc ça c'est aussi un super indicateur. Et après, une douleur qui augmente durant ma progression d'entraînement, là c'est ce qui m'inquiète parce que je me dis si ça augmente, ça peut amener vraiment à un truc incapacitant qui va m'empêcher de courir et dans ce cas-là, c'est là où je vais chercher des solutions plus drastiques comme basculer sur un autre sport automatiquement, quoi. Vélo, j'imagine. Vélo, ski aussi, beaucoup l'hiver. Mais ouais, le vélo, c'est l'outil numéro 1 des athlètes d'ultra-endurance. Et je vais vous faire une petite confidence. Quand vous voyez un athlète d'ultra-endurance en vélo, en général, c'est qu'il est blessé, c'est pas qu'il kiffe faire du vélo, quoi. Ok, je comprends. Et ça, c'est intéressant. Et tu vois, justement, quand on parlait tout à l'heure de tes douleurs de tendon d'Achille, etc., quand justement tu te dis j'ai mal, j'augmente la charge et j'ai moins mal, ça nous montre bien que douleur n'est pas en lien avec une blessure. Exactement, et c'est ce que je trouve fabuleux dans le corps humain et un petit peu magique aussi, c'est que c'est cette illogique parfois aussi de charger plus et d'avoir une douleur qui diminue. Je te le redis des fois, mon tendon d'Achille là, j'ai une douleur qui reste, qui est constante. Voilà, le matin je me lève, c'est raide, je vais aux toilettes, je suis un peu loin des courses, tu vois, je suis sur une programmation d'entraînement qui est stable, pas avec des niveaux d'intensité super élevés, pas des gros volumes, mais c'est constant.
Et le jour où je vais faire une séance sur une semaine ou 2 séances un peu plus actives, ou vraiment un fractionné à plat bien intense sur le goudron avant-pied, où je vais vraiment solliciter le tendon d'Achille et tout, ben là, on dirait qu'il y a un truc qui se passe où le corps se dit bon là maintenant il faut que je travaille et que je répare ça, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Et là, je le comprends bien. Je commence à rentrer dans un processus de réparation à un moment où je charge plus le tendon. Donc, Après, tu vois, ce qu'on peut avoir, et ça, moi, je le retrouve souvent avec des patients qui ont mal depuis longtemps, c'est que je suis persuadé qu'il y a une époque où tu as vraiment eu une tendinite ou une tendinopathie d'Achille. Et en fait, quand le tendon commence à se léser, tu as aussi des petites fibres nerveuses nouvelles qui se forment. Donc, en gros, tu commences à avoir plus de récepteurs à la douleur. Donc ça, c'est le premier point, ce qui fait que des fois, des gens vont mieux, leur tendon a récupéré, il est devenu plus épais, plus fort, plus résistant, mais ils ont toujours des douleurs qui ne sont plus vraiment en lien avec la charge, mais plutôt avec de la récupération, un état psychologique, de la fatigue, du sommeil. Et ensuite, au niveau de ton corps, au niveau de ton cerveau, c'est lui qui décide si tu as mal ou pas. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter, je te mets un coup de tête, tu as mal, et d'un coup, il y a un lion qui apparaît, on cavale et tu n'as plus mal à la tête. Ouais. Tu vois ? Et en fait, quand on a mal pendant longtemps, le corps devient expert pour ressentir la douleur. Parce que dès qu'on fait un truc pendant longtemps, on est expert. Tu cours longtemps, tu es expert. Tu fais du cardio longtemps, tu es expert. Ton corps se développe, etc. Et donc, quand tu as mal pendant longtemps, la manière dont ton corps active cette douleur devient plus facile, plus rapide et plus efficace. Okay. Et ce qui fait que quelqu'un qui a jamais eu de problème de tendon d'Achille, il va falloir, n'importe quoi, appuyer à 50 kg pour qu'il ait mal. Et bien toi, vu que tu as eu mal pendant longtemps, ton corps, il va peut-être envoyer le message douleur qu'à partir de 20 kg de pression. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Comme s'il y avait plus de connexion, en tout cas, il y a plus de connexion dans la connexion entre exactement, le cerveau et ton cerveau il va l'allumer aussi plus vite. Okay. Tu vois, pour le même nombre d'informations, il va envoyer plus de messages, plus fort, etc. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent chez des patients qui ont eu mal pendant longtemps, ce qu'on appelle des phénomènes de sensibilisation, qui font que des fois, et là, je l'ai encore avec une patiente pareille, un tendon d'Achille. Au début, je fais un protocole type renforcement musculaire, progressif, du statique, du dynamique, on attaque un peu de plio. Et ça évoluait pas, on ralentit, elle va pas mieux, on réaccélère, elle part en vacances, elle fait du dénivelé, elle me dit mais je me sens mieux qu'avant. Et en fait, chez elle, ce qui a fait du bien, ça a été des ondes de choc. Juste de venir en fait lui taper dans le tendon pour en fait essayer juste de le désensibiliser. Et donc ça nous montre bien que la douleur n'est pas forcément en lien. Toi, quand tu avais eu, pour rester un peu sur cette ligne-là, donc tu nous as parlé des 2 blessures les plus invalidantes qui t'ont vraiment empêché de courir, la gloune, et ensuite la fracture au niveau, c'est sacrum toi ? Sacrum, ouais. L'aile du sacrum, ouais. Tu sais qu'avant de rentrer dans l'univers du trail, les fractures de fatigue sacrum et iliaque, j'en avais jamais entendu parler. Vraiment, j'ai aucun très sport. Récurrent dans le trail. Et le trail, je trouve que c'est la blessure la plus classique. Alors oui, il y a des essuie-glaces, des pyrocytes chez les débutants, mais chez les experts, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, vous avez géré votre nutrition, vous avez les jambes, vous avez les muscles, vous êtes capable de tenir. Et en fait, à un moment donné, vous avez le mental, le truc qui lâche, c'est la structure osseuse. Ouais. Toi, là, quand t'en es arrivé là, ça a été quoi ? Ça a été une douleur d'un seul coup très forte ? C'est un truc qui s'installait progressivement ? Comment tu l'as eu ça ? Alors, ça remonte un petit peu, c'était début 2019. J'ai commencé l'Ultra Trail début 2017, donc ça fait 2 ans que je pratique l'activité et où... un peu comme à l'époque du marathon, tout de suite je me suis mis sur des ultras. J'ai pas commencé par des 20 bornes de trail. Dès la première année, j'étais déjà sur un 100 miles. Ok, donc, il me faut encore énorme pour commencer. Ouais. Et donc fin 2018, je commence à déjà avoir des bons résultats, en tout cas des résultats par rapport à mon expérience en ultra trail intéressant. Et je suis repéré par la marque Salomon là, pour intégrer une genre de team espoir ultra trail futur potentiel. Et voilà, je commence à avoir une proposition d'un premier petit contrat rémunéré, pas grand chose, mais assez pour me dire ah ouais, je peux si je me donne les moyens, j'ai une opportunité peut-être professionnelle dans les années à venir. Alors, j'étais très loin d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, mais bon, en tout cas, j'étais sur la bonne voie. Et c'est là que fin 2018, je me dis, j'arrête mon taf d'ingénieur à Montréal pour prendre un autre boulot un peu plus libre avec la clinique du coureur au niveau de l'emploi du temps pour pouvoir m'entraîner comme je le souhaite. Et ça a été une phase qui a été très stressante pour moi. Okay. Voilà, un peu le dogme carriériste. Voilà, donc... je dormais mal, je mangeais mal, cette fin d'année était difficile. Je me sépare aussi avec voilà, une ex-petite amie, ça m'avait fait très très mal. Donc j'avais tout ce truc en cumulé dans l'hiver et j'ai commencé à avoir mal à ce moment-là. Et là où je dis que c'est peut-être aussi lié à une charge émotionnelle, c'est que j'étais pas sur une charge d'entraînement folle voilà, par rapport... Bon, après, j'avais que 2 ans d'expérience, donc je peux pas parler non plus d'énormes expériences, mais en tout cas par rapport à l'année qui avait précédé, c'était pas énorme, quoi. C'était l'hiver, je décharge un petit peu. En plus, à Montréal, tous les trottoirs sont glacés, tu cours pas beaucoup l'hiver.
Et c'est là que j'ai commencé à avoir une petite gêne dans le bas du dos. Ouais. Et pile dans cette période où je dormais mal, où je mangeais mal, où j'étais stressé, où je me posais des questions, est-ce que tu as fait le bon choix et tout. Et aucune idée ce que c'était, une petite gêne, mais pas grand-chose, vraiment pas du tout incapacitant. Je courais dessus, mais une gêne de plus en plus présente. Et je suis parti faire une course mi-février dans les Caraïbes, en Guadeloupe. Et me voilà descendre sur une pente vraiment raide. Et là-bas, il y a souvent des pentes en béton, là, très très raides, des angles de 30% là, à bloc. Et là, d'un coup, je sens pile cette gêne, une décharge beaucoup plus forte. Je réussis à courir dessus. J'arrive à un ravitaillement, je m'assois, je me ravitaille. Impossible de me relever. Voilà. Et donc là j'ai un ami qui était là, qui m'a porté comme une mariée, et qui m'a ramené à la voiture. Et puis bon, là j'ai su qu'il y avait un gros problème. Et puis après, en rentrant à Montréal, je suis allé faire un IRM et puis j'avais une fracture. Ça a dû être sympa le retour en avion. Ouais, ça a été difficile. Ah ouais. C'était difficile. Je pouvais plus vraiment mettre du poids sur ma jambe gauche. Et puis c'était vraiment là, c'était un sabre qui rentrait dans le dos à chaque pas. Donc là, pour le coup, ça c'est une douleur, une blessure incapacitante parce que je ne pouvais ni courir, ni faire du vélo, ni nager. C'était vraiment bloqué canapé pendant un bon mois. Là, ça c'est la vraie blessure. Que je souhaite à personne et qui est pour le coup, on peut pas tricher à essayer de faire autre chose, c'est mort. Quand tu as une atteinte osseuse. Surtout à cet endroit-là. Et tu vois, même si c'est une blessure plutôt de surutilisation, chez toi, il y a quand même un peu ce côté traumatique, même si tu t'es pas fait percuter, tu sens quand même ce côté-là, il y a eu un appui, où il y a un truc qui s'est passé, on saura jamais, est-ce que c'est à ce moment-là que la fissure, elle a augmenté, elle s'est créée? Je pense que j'avais un œdème, il y avait un œdème dans l'os, et puis je suis venu ouvrir l'œdème avec une petite fracture sur la descente un peu plus marquée. Donc ça serait arrivé ailleurs, parce que l'œdème, quand tu cours dessus, et voilà. En fait, il aurait fini par arriver. Ça aurait pas été cette course, ça aurait été une prochaine. De toute façon, tu étais sur une charge que ton corps n'arrivait pas à gérer, qui était peut-être pas énorme. Mais ce qu'il faut jamais oublier sur la blessure, c'est que moi, la définition que j'aime bien, c'est trop de capacité par rapport à ta capacité, trop de charge par rapport à ta capacité à l'entraîner. Et là, tu l'as bien dit, tu n'avais pas une charge énorme, mais par contre, c'était sûrement ta capacité à l'encaisser qui était encore plus faible. Donc en fait, tu t'es pas blessé par excès de charge, mais plutôt par défaut de récupération. Et donc des fois, ça peut arriver. J'avais aucune récupération à ce moment-là. Je dormais pas, je mangeais mal. Donc deux facteurs de la récupération qui étaient out. Ce sont les deux bases. Franchement, là-dessus, je pense qu'on se rejoint avant toute chose. Et quand tu as repris, est-ce que tu as repris à nouveau pleine balle comme on te connaît depuis le début de ce podcast, ou tu as été plus progressif? Très particulier cette année 2019. Quand j'ai repris, alors j'ai commencé par faire de l'aquajogging en piscine. Là, très très chiant, je recommande à personne ça, mais j'avais besoin de bouger, c'était à peu près le seul truc que je pouvais faire. Puis j'ai commencé à nager un petit peu, puis j'ai commencé à faire du vélo. Et quand j'ai commencé à pouvoir jogginer, c'était très particulier parce que j'avais encore cette gêne, cette douleur. Mais comme si c'était différent, quoi. C'était réparé mais présent. Et il m'a vraiment fallu du temps pour que j'ai réussi à m'en départir de ça. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de refaire un IRM. Et le médecin qui me dit, mais c'est totalement réparé, c'est nickel, on voit la soudure, elle est impeccable et tout. Alors là, déjà, j'ai pris un step. Et après, j'ai vraiment gardé longtemps une appréhension en descente. Normal. En descente, il y avait le côté, du coup, je crois que c'était à gauche. Le côté gauche, j'avais beaucoup plus de mal à appuyer franchement mon pied. J'avais cette appréhension, un peu de douleur fantôme, c'était présent et ça a duré quasiment 1 an avant de vraiment réussir à l'oublier totalement. Est-ce que toi, tu as senti un step dans tes douleurs quand tu as eu le feu vert de l'imagerie? Quand j'ai eu le feu vert de l'imagerie, oui, effectivement, j'ai eu moins mal tout de suite après. Je suis sorti dehors, j'ai eu moins mal tout de suite. Donc c'était très très mental aussi. Je savais pas si c'était vraiment réparé ou ça. L'imagerie m'a dit c'est top, c'est soudé. Je suis sorti, j'étais mieux dit tout de suite. Et une fois encore, tu vois, de ce qu'on dit plus tard, ça nous montre bien comment il n'y a pas de lien entre l'intensité de tes douleurs, même si là tu étais plus à 9 sur 10, mais elles étaient présentes et elles étaient sûrement anxiogènes. Et comment, dès que tu as la validation des fois... C'était même pas une douleur, je sais pas l'expliquer, c'était une gêne. Il y avait un truc qui était présent ici, mais ça faisait pas mal, mais il y avait un truc, un inconfort, quoi, un dérangement. Et du coup, derrière, une fois que tu as ce feu vert, tu remontes un peu en charge et la gêne finit par disparaître. Je remonte un peu en charge et puis fin août, tu fais la CCC à l'UTMB. Beaucoup trop tôt, un sandboard 6000. Ça ne lui a pas servi de leçon. 5 mois après l'accident, après la fracture. Et bon, c'est toujours pareil, c'est un peu dans ma personnalité, c'est comme ça, on ne me changera pas. Je recommande à personne de faire ça parce que on peut vraiment se mettre mal, mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça. Voilà. Est-ce que, je pense que sur le moment, tu te rends compte que tu as un défaut de récupération, que tu manges mal et tout. Est-ce que quand tu te remets à monter un peu en charge et tu dis allez, maintenant ça va bien,
Ça te motive aussi à faire plus gaffe à ton alimentation, peut-être à te complémenter ou autre chose, ou pas spécialement? Mais à l'époque, je suis totalement novice, même si je m'y intéresse, sur vraiment les particularités des sports d'endurance, la récupération, la nutrition. Et puis pour moi, oui, j'ai compris que c'est important de dormir et de bien manger, mais c'est pas si important que ça, tu vois. Ok. Jusqu'à ce que, en fait, comme j'ai cette douleur, j'en parle, je rencontre des personnes qui me parlent aussi de leur expérience avec la douleur. Et là, je commence à comprendre que c'est des piliers fondateurs majeurs, le sommeil et la nutrition. Et c'est là que je commence à faire un lien en me disant, mais en fait, peut-être que ma fracture, elle m'est arrivée parce que effectivement, j'ai passé un hiver très compliqué. Alors qu'au début, quand ça m'est arrivé, pour moi, c'était juste mécanique. 100% mécanique, j'ai tapé, je me suis trop entraîné, mais c'est là que j'ai mis ça en lien. Et effectivement, ça a été un peu le déclic pour moi à ce moment-là de me dire, ah ouais, l'impact émotionnel de l'anxiété, du sommeil, de la nutrition peut m'amener à des blessures incapacitantes. Je ne veux plus jamais vivre ça. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de 2020, je fais vraiment attention à ça. Ok. Voilà. Et dans les blessures que tu as eues aussi, bon, on n'en a pas parlé, j'avais noté des essuie-glaces au tout début. Ouais, pareil. Ça, t'avais rien. C'est un peu comme tes périostites, tu as continué et c'est parti tout seul. Pareil que les périostites, plus difficiles parce que là, tu dois vraiment changer la foulée, très douloureux. Alors je pense que je m'en suis sorti, je suis pas sûr. J'ai peut-être été bien guidé à ce moment-là par un physio de Montréal. Ah, mais t'as fait quand même un peu de kiné. Ouais, pas grand-chose. Pas vraiment, beaucoup. juste quand j'avais vraiment mal, je me suis dit, bon là je vais y aller. Ou après quelques petits tests, tu sais, moi j'avais jamais fait de renfo de ma vie, j'avais jamais fait de sport d'endurance, donc mon corps s'était construit comme il s'était construit. Et voilà, pas mal de faiblesses au niveau du moyen fessier, qui est quand même un gros stabilisateur en course à pied. Et j'ai commencé à travailler fort sur mon moyen fessier à ce moment-là, sans vraiment faire les trucs classiques qu'on voit, de se rouler un petit peu, machin, ou de s'étirer dans cette zone-là. Gros travail de moyen fessier, donc marche en crabe avec élastique, du squat, de la fente. Parce qu'en général, c'est vrai que beaucoup de blessures, on peut courir avec douleur. Là où sur les essuie-glaces, vu que c'est pas un tendon qui est sensible, mais plutôt une bourse, on essaie de ne pas courir avec de la douleur, sinon ça entretient. Donc c'est un peu ce que tu faisais, t'essayais de... Tu te l'as toléré un peu, J'essaie mais de faire en sorte de rentrer à la maison avant que ça devienne trop douloureux. Donc j'étais vraiment dans une quantification du stress précise, comme ça, quoi. Et puis je pense que voilà, j'ai fait peut-être... ça a duré 4-5 mois. Au bout de 6 mois de renfo un peu moyen fessier, ça a fini par passer et c'est plus jamais revenu. Trop bien. Et ça, c'est un truc que j'aimerais partager aussi pour ceux qui débutent la course à pied. Je crois que la périostite et le TFL, c'est dans le package. C'est dans le package. Ça va avec les nouvelles chaussures quand qui on courent démarre vite. la course à pied tardivement dans notre vie, comme beaucoup, après 20 ans, parce que ça donne pas du tout envie aux petits garçons et aux petites filles de faire de la course à pied, il n'y a rien de plus chiant. On démarre un peu tardivement et je crois que ça fait partie du package. Notre corps n'a pas été prêt à cette charge-là et les périostites et les TFL, ça arrive. Par contre, ce que je veux partager, c'est que quand ça part, en tout cas pour moi, c'est jamais revenu à vie. Donc ça peut être très chiant pendant quelques mois. Mais après, le corps, il se renforce à ces niveaux-là et quand on s'en est sorti, on s'en est sorti. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça, quoi. Souvent, en effet, ça marche bien. En tout cas, j'ai pas un patient qui ont gardé des douleurs à vie. C'est toujours des douleurs qui finissent par partir plus ou moins rapidement selon notre capacité et puis qui on aura en face de nous si on tombe sur un médecin ou plus ou moins compétent et qui n'est plus ou moins compétent. Et en général, ce qui fait que ça peut revenir, moi des fois j'ai des patients, c'est quand ils rebaissent leur volume. Et d'un coup, ils remettent trop de charge en mode là, ça fait 3 mois que je me suis pas entraîné, je reprends là où j'en étais il y a 3 mois. Et là, ça revient parce qu'en fait, en 3 mois, ton corps, il se désadapte quand même fortement. Et là, malheureusement, il y a quand même des risques. C'est un très bon point que tu abordes et ça, j'aime le partager aussi parce que moi aussi, je fais très attention à ça. C'est l'ingratitude de la course à pied. C'est-à-dire que rien n'est acquis. Et en fait, tu peux progresser pour aller jusqu'à une course avec une capacité corporelle d'encaisser une certaine charge d'entraînement sur une semaine. Si tu arrêtes ne serait-ce que 2 semaines, 1 mois, il ne faut jamais repartir au point où on était. En fait. Il faut avoir beaucoup d'humilité là-dedans, se dire je repars quasiment à zéro. Alors après, ce qui est quand même cool, c'est qu'on retrouve notre niveau beaucoup plus vite, mais attention de ne pas repartir plus fort. Et là, effectivement, c'est hyper accidentogène au niveau des blessures. J'ai fait l'erreur aussi, avec mon expérience, de vouloir repartir au niveau de charge où j'étais quand j'avais arrêté 1 semaine, 2 semaines avant. Et ça, c'est une très, très, très grosse erreur. Tu vois, la petite parenthèse, je me suis fait une entorse de cheville, c'était il y a 4 semaines maintenant. Là, je reprends la course, je commence par du 10-15 minutes. Voilà. Tu vois, c'est pénible, mais en fait, moi je dis aux gens, c'est de la rééduque en fait. C'est pas de la course à pied, je fais de la rééduque qui ressemble à de la course à pied, mais je peux pas reprendre. C'est frustrant, mais il faut passer par là. Exactement. Tu nous parlais du renfort du moyen fessier que tu avais fait pour ton TFL. Est-ce que toi aujourd'hui, d'un point de vue prévention des blessures, tu as gardé une routine de renfort? Il y a des trucs qui pour toi
t'as gardé à vie ou en fonction des périodes? Comment tu gères ça aujourd'hui? Moi, c'est marrant, le renfo, c'est quelque chose ça fait déjà 2-3 ans que ça devient un petit peu plus à la mode dans les sports de course à pied, trail, endurance, mais il y a encore quelques années en arrière, les athlètes, ils détestaient ça, ils faisaient pas, ça sert à rien, je vais prendre du poids et tout. Moi, j'ai toujours eu aussi, sans vraiment m'intéresser au sujet de lecture scientifique ou d'échange avec quelconque expert, ressenti dès le début que faire du renfo sur le cadre inférieur me protégeait en fait, me créait comme un bouclier. Donc c'est quelque chose que j'ai fait dès le début, que j'ai toujours maintenu et qui, je pense, a fait que ça m'a hyper protégé dans ma carrière. J'ai jamais vraiment été blessé à part ce dos et cette agglune, mais sinon, quand je compare aux autres athlètes du team qui sont blessés 3-4 fois par an, très souvent, je suis jamais blessé. Alors, ça te fait prendre plus de poids. Parfois, pour certains athlètes, ça peut être complexe à accepter. Moi, l'hiver, quand je fais un gros renfo, charge très lourde, bipodale, je prends jusqu'à 5 kilos, quoi. Donc, ça peut être, quand on est un athlète difficile à accepter. Mais je préfère avoir 2-3 kilos après de plus dans la saison et ne jamais me blesser que 3 kilos de moins et être blessé toute l'année. C'est dur sur le corps, mais c'est très dur dans la tête aussi d'être blessé. Et sur le renfo, moi en général, chez les coureurs, je le divise en 2 catégories. Tu as le renfo un peu lourd, tu parlais du squat, des fentes, etc. Et le renfo que j'appelle plus accessoire, où tu vas cibler des petits muscles, tu vas cibler les releveurs, les moyens fessiers, tu vois, les mollets, etc., qu'on bosse quand même moins. Toi, tu fais un peu tout. Il y en a que tu cibles plus que d'autres. Tu cycles. Comment tu Non, vois mais ça? voilà, quand tu pars de bas en haut, j'aime donc mettre des poids au niveau accrochés sur le pied pour travailler releveur et cheville. Voilà, donc tu as des petits grips où tu peux mettre des disques et puis tu travailles dans toutes les directions jusqu'à 15 kg. Donc tu peux vraiment avoir. C'est important d'avoir des chevilles en béton en trail. Compatible. Ensuite, tu vois, je me prends pas trop la tête à brasser de l'air dans les salles de sport, quoi. J'en vois beaucoup. Ils essaient de faire des trucs super originaux, à faire des mouvements. Moi, je reste vraiment sur le basique. L'hiver, je fais du très lourd bipodal, squat, deadlift, hip thrust et puis heel rise, très lourd avec la barre. Donc mollet, ischio, quad, c'est à peu près tout en bipodal. Et après, quand je me rapproche des courses, parce que comme je charge très lourd sur les deux jambes, ça m'arrache bien le lendemain. En nerveux, ça fatigue. Je suis pas courbaturé, mais c'est dur de faire des belles séances. Donc je décharge un petit peu et puis je vais passer sur du unipodal, donc plus de la fente, du single leg deadlift, avec des kettlebells, voilà, pour un petit peu décharger au niveau nerveux, pour être capable d'encaisser l'ultra spécifique de la course. Donc pareil qu'en course, du moins spécifique au plus spécifique, du très lourd au moins lourd. Ça fonctionne très bien comme ça, donc je ne change pas cette recette. Voilà. Très bien. Il y a une question que j'aimerais te poser maintenant. En vrai, quand on t'écoute, et pour les auditeurs, je pense que ce sera le cas, tu as quand même un niveau dingue, même si évidemment tu t'es beaucoup entraîné. On voit que tu prépares en 6 mois un marathon, tu fais 3 heures, etc. Malgré des blessures, tu as continué à t'entraîner, ça a été, tu as des performances exceptionnelles. Comment ça se fait d'après toi? Est-ce que moi j'ai une petite idée, on va en reparler après, mais j'aimerais avoir ton opinion. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es aussi bon, aussi doué? Quelle part toi tu mets à ton entraînement, ton mental, ta génétique, ta naissance? Je suis intéressé de savoir comment tu imagines ça. Question à $1 million. Écoute, je pense que c'est multifactoriel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais partager, c'est que j'ai fait des tests physiologiques classiques, VO2 max en laboratoire, et j'ai pas des datas exceptionnelles comme certains athlètes. Je suis même 20-30 points que les meilleurs VO2 max du circuit, mais ça m'empêche pas de parfois être devant ceux qui ont des plus gros moteurs que moi. Je pense qu'il y a un truc qu'on appelle aussi le talent. Alors moi, ma définition du talent, c'est pas ce geste technique qu'on a inné, comme par exemple dans des sports comme le tennis ou le foot, tu vois, avec des petits garçons, ils arrivent sur un terrain, tout de suite ils font des passements de jambes et ils ont un talent inné à la technique, comme on met une raquette chez un enfant, parfois il va avoir ce truc. Moi, ce que je définis comme le talent, c'est dans une journée, tu vas avoir plusieurs moments où tu vas devoir faire des choix. D'aller à droite ou à gauche, de choisir rouge, noir ou blanc, au niveau de tout, de ta vie sociale, de ta nutrition, de ta manière de penser, optimisme, pessimisme, du choix de ton entraînement, de l'adaptation que tu vas avoir à l'entraînement par rapport à une douleur que tu as. Et ça, c'est à peu près, je dirais plus de 100 choix que tu dois faire par jour. Et pour moi, le talent, c'est cette capacité à toujours
faire le bon choix de manière consciente ou de manière inconsciente. Parce que de manière consciente, moi j'aurais appelé ça de la rigueur. Ouais. Tu vois. De manière inconsciente, c'est quoi? C'est l'instinct limite de savoir quel est le meilleur entraînement pour toi. C'est l'instinct de savoir ce qu'il faut faire au bon moment pour toi, par rapport à ce qu'a besoin ton corps, par rapport à ce qu'a besoin ta tête, pour toujours être dans une courbe de progression. Et moi aujourd'hui, j'ai 37 ans, je vais sur mes 38. Et alors que la vie voudrait que tu régresses avec le temps, je suis encore en progression. De manière très concrète, je fais des tests sur des segments de trail, des montées sèches ou une petite boucle de 5 km assez technique, ou tout simplement des courses sur route aussi à plat, semi-marathon, marathon, et je bats mes temps d'année en année. Donc voilà, je suis toujours dans une progression, ce qui montre que finalement, ce n'est pas forcément l'âge ou le niveau de connaissance ou la chance qui joue là-dedans, mais c'est aussi la manière dont tu vas t'entraîner et puis gérer tout ce qui gravite autour. Donc je pense que c'est vraiment ça, et cette capacité à faire les bons choix au bon moment, les micro-bons choix tous les jours, qui fait que je suis sur une courbe de progression plutôt que sur une courbe de stagnation ou voire pire de régression. Ok, je pense que je te rejoins beaucoup sur cette partie-là, surtout sur ces dernières années, mais j'ai du mal à imaginer que ton talent, il t'ait fait courir un marathon en 3 heures avec 6 mois d'entraînement quand même. Juste ta capacité à faire les bons choix. Pour moi, tu prends des individus qui avaient le mode de vie que tu avais à l'époque, qui était très festif, on va dire, sans rentrer dans les détails. Tu les mets tous à s'entraîner pendant 6 mois. Franchement, claquer un marathon en moins de 3 heures, ça reste quand même très costaud pour quelqu'un qui ne fait pas de sport. Tout à fait. Alors, 2 choses. La première, c'est que le programme d'entraînement que j'ai suivi pour le marathon, malgré que j'étais débutant, je l'ai suivi quasiment dans son intégralité. Un volume d'entraînement qui faisait plus de 100 km par semaine à un moment donné sur ce programme-là, pour quelqu'un qui n'avait jamais couru. Donc, la rigueur, une fois encore. La rigueur, mais surtout, là où je veux en venir, c'est la relation à la douleur. Je l'ai dit, des périostites, et puis vraiment pas agréable les sorties, mais comme si, pour moi, je sais pas comment dire, mais la douleur était une manière d'être plus vivant. En fait, j'aime ça ressentir des trucs dans mon corps. Et la douleur, c'est un ressenti qui est quand même très très fort par rapport à d'autres ressentis corporels que tu peux avoir. Peut-être faire l'amour, c'est plus fort, je sais pas. Ça dépend à quel point ça fait mal, mais c'est un autre débat, écoute. mais en tout cas, c'est quelque chose qui finalement, je pense que depuis le tout début, de manière innée, j'ai une relation avec la douleur qui est peut-être plus positif que d'autres personnes. Ce qui fait que je peux vraiment pousser mon corps à l'entraînement. Et le jour J, le jour de la course, j'ai un souvenir comme si c'était hier de ce marathon. C'était très dur. C'était vraiment très dur. J'avais le cardio qui était assez haut et puis je connaissais rien à la nutrition à ce moment-là. J'ai tapé une hypo au 30e classique après 2 heures et demie d'effort. Et je me souviens où dans ma tête, je suis capable de maintenir le pace malgré la douleur musculaire, l'hypo, le manque d'énergie. Je suis là, je serre les dents et j'ai cette capacité à être confortable dans un 8 sur 10 où chez d'autres personnes, ce 8 sur 10 fait déjà mal à 3 sur 10. Tu vois, ouais, donc, et fait peur aussi. Beaucoup de personnes, dès qu'ils vont monter dans le rouge, vont s'arrêter, alors qu'en fait, ils pourraient continuer. Mais juste parce qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est trop désagréable et ils n'arrivent pas à le tenir. Est-ce que toi, dans les sports, je sais que tu as fait beaucoup de sport quand tu étais plus jeune, c'était une relation à la douleur, à l'effort que tu avais déjà, ou c'est un truc que tu as développé depuis la course? Pas du tout, je l'ai découvert dans la course parce que les sports que je pratiquais avant, c'est vraiment des sports à sensation, il n'y a que du plaisir, il y a zéro douleur à part quand tu chutes et que au BMX, tu parles tapes, au BMX ou même en kite, quand tu fais un gros saut et que tu rates ton atterrissage, ça peut claquer très fort sur l'eau. Mais sinon, non, j'ai découvert ça malgré moi avec la course à pied. Et aujourd'hui, je sais aussi que voilà, c'est un avantage parce que je vois comment les autres athlètes se comportent autour de moi. Je vois même des amis quand on va courir, à peine il fait chaud, j'ai trop chaud, à peine il fait froid, j'ai trop froid, ça pique les doigts, j'ai mal aux pieds, j'ai ci, j'ai là. Princesse. Moi, j'ai la même sensation, mais en fait, je n'ai même pas encore capté, tu vois. Donc, je pense aussi que cette capacité à ressentir de manière moins émotionnelle la douleur est un énorme avantage dans les sports d'endurance. Ok. J'ai 2 autres questions par rapport à ta jeunesse/enfance. Est-ce que tes parents sont sportifs? Pas du tout.
Pas du tout. Pas Il y a du tout. rien qui. Non. Je cherche une raison parce que par exemple, Je suis remonté jusqu'à mes grands-parents, Ouais. des maternelles, paternelles, pas de sport d'endurance. rien du tout. Parce que par exemple sur la capacité cardio-respiratoire, les mitochondries, donc on va dire pour faire très simple, l'usine d'énergie des cellules viennent de la mer. Et donc des fois, une maman très sportive peut transmettre quelque chose, même pas. Donc même il y a même pas ça qui Pas expliquerait du ton tout. niveau aujourd'hui. Actif, passionné de plongée sous-marine, donc un Ouais. sport qui est même pas super traumatisant et Non. avec aucune intensité cardiaque. Mais voilà, ça peut. Et plonger avec oxygène, donc même pas de capacité pulmonaire Oui, exceptionnelle ou autre plonger chose. avec une bouteille, oui, pas Et d'apnée. toi, quand tu étais plus jeune, tu faisais pas d'apnée non plus ou autre chose qui Non, aurait bah, pu te je développer faisais une beaucoup de capacité. plongée, donc quand on fait de la plongée, qu'on est à la mer, on bricole un petit peu en apnée pour aller voir les poissons, mais pas de Ouais. manière beaucoup plus en mode perf que ça. Là, je fais ça récemment, là. Ouais, j'ai vu que tu- parce que je sais que j'ai compris que c'était un nouvel axe de progression non marginal. Ouais. Donc voilà, je suis dessus, mais non, Je n'arriverai pas à percer les secrets aujourd'hui de ton niveau. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que je m'intéresse beaucoup à la physiologie humaine, Ouais. à la science, et j'ai pas perdu de temps en fait enfin, j'ai très vite su faire la différence entre le marketing et puis les blogueuses de l'époque qui te racontent n'importe quoi. Mm. Et ce que la science raconte vraiment, tu vois, très tôt, j'étais déjà sur PubMed, Google Analytics, à regarder un petit peu les abstracts des études. Et puis j'ai eu la chance aussi d'intégrer le réseau clinique du coureur assez tôt dans ma carrière de sportif. J'ai suivi toute leur formation et ça m'a donné un énorme gap de connaissances aussi en physiologie et du corps humain, quoi. Oui, donc tu as très vite eu les connaissances nécessaires pour optimiser tes entraînements et ne pas perdre des années à mal, entre guillemets, Exactement, entraîner. Et du coup, peut-être que tu as très vite été sur les entraînements efficaces à 80%. Quand tu appliques là où des fois, la bonne recette adaptée à toi tous les jours, il y a de fortes chances que tu progresses très vite. Donc ça, c'est un truc que j'ai aussi compris très vite, c'est l'ultra-individualisation. Tu as les grandes tendances, mais il y a aussi un côté instinctif, un côté individuel qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur des mondes, le meilleur combo, d'être très expert sur ce que dit la science, mais en l'appliquant de manière empirique Factuel, sur ce le que tester. tu le testais sur le terrain et de mixer un petit peu les deux pour trouver finalement qui est un peu la les meilleure recette. piliers de le BP, je pense que tu connais, Oui, bien sûr, l'evidence-based ouais. practice, Oui. qui est un mélange entre qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que dit les gens aussi sur le terrain, et ne pas se Exactement. dire que les études ont dit ça, et ne pas non plus se fier que à ton expérience personnelle et de mélanger un petit peu les deux. Exactement, ouais. Pour finir sur cette partie, sur ce podcast, est-ce qu'il y aurait une douleur ou une blessure que tu redoutes encore actuellement aujourd'hui ? Soit une récidive, soit une blessure. Est-ce que quand tu prends le départ, c'est un truc qui des fois peut te questionner ou tu es assez OK maintenant ? Bah, c'est sûr que n'importe quelle blessure ultra incapacitante, je les redoute parce qu'aujourd'hui, mon corps, c'est mon outil de travail. Et si mon corps il casse, ben, je peux plus travailler. Surtout, en fait, c'est même pas un travail pour moi, c'est une passion et j'ai besoin d'aller dehors courir tous les jours. Et si je peux plus le faire, je pense que je serais très très malheureux. J'ai eu à peu près toutes les blessures possibles imaginables, donc j'ai su les gérer, comme je t'expliquais dans notre échange, trouver la bonne charge, les bonnes solutions pour pouvoir m'en sortir. Le seul truc que je redoute de plus, parce que je l'ai déjà vécu, c'est l'évolution d'une petite douleur sur une course. On part sur des très très longues distances, voilà, 15, 20 heures, 30 heures. Et parfois, quelque chose qui n'est pas grand-chose au début, avec la durée, devient vraiment très difficile à gérer. Et plusieurs fois sur des courses, j'ai eu des fins de course difficiles parce que j'arrivais plus à courir comme je l'aurais souhaité. Et la douleur, en fait, prend tout l'espace. En fait. Chaque pas fait une décharge dans le cerveau. Et je sais que c'est quelque chose qui m'embête parce que les années passent, les ultras, à ce niveau d'intensité, on peut en faire que 2-3 maximum par an. Et si ça se déclenche à chaque fois, ben finalement, ça fonctionne jamais. Donc c'est surtout ça que je redoute. Après, les trucs classiques, me faire des chevilles, voilà, ça arrive assez souvent. J'ai réussi à m'en sortir rapidement. Maintenant, ça peut arriver des accidents graves. J'ai mon amie Marianne qui s'est fait double fracture tibia-péroné en posant son pied sous une racine en descente. C'est vraiment invalidant par contre. C'est très invalidant. Elle est restée 2 ans blessée et puis aujourd'hui elle en a encore des séquelles avec une jambe qui s'est mal réparée, le pied qui part sur le téco et voilà, des chevilles à répétition à cause de ça. Mais bon, ça c'est plus un coup du sort, de la chance que vraiment une mauvaise pratique du trail.
Ok, bah écoute Mathieu, merci beaucoup. Je te souhaite zéro douleur, zéro blessure pour la suite. C'est quoi ton prochain objectif? On peut en parler? Oui, prochain objectif, je retourne aux sources, là où j'ai découvert le trail, la meilleure école du trail au monde, qui est le Québec, des terrains très techniques, très cassants, des racines, de la boue. Parfois, le pace là-bas, c'est 30 minutes du kilomètre. Je répète, Ah ouais, 30 minutes du kilomètre. C'est ouf. Ah ouais, parce que tu crapahutes. Ouais. Et j'ai découvert le trail là-bas. Il y a une course assez mythique qui s'appelle l'Ultra Trail Arikana, que j'ai jamais eu la chance de faire et que j'ai toujours voulu faire parce qu'elle tombe trop proche de l'UTMB et j'ai toujours participé à l'une des courses de l'UTMB. Donc là, cette année, comme je participe à l'UTMB, je me rends là-bas pour retourner aux sources et puis voilà, communier avec la communauté locale qui est très très cool. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Mathieu pour ton temps et cet échange. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez évidemment à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné, bienvenue. Je suis M. ton kiné et ostéopathe du sport. Donc pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao. Ciao.